Bienvenue dans Le Sens de l'Assiette, le podcast qui donne du sens à l'alimentation des Hauts-de-France. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Bayard, créateur de Foodies, société spécialisée dans les plats préparés à destination de la grande distribution et des professionnels de la restauration. Il est également président de Flunch, avec pour challenge de redynamiser cette chaîne de restauration française. Baptiste Bayard, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au podcast Le Sens de l'Assiette pour Heure Alimentaire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était quoi hier soir le dîner ? Hier soir, malheureusement, le dîner, c'était un plateau dans un avion avec des pâtes au saumon. Voilà. Pâtes au saumon, tout un programme. Et du coup, le dernier repas en famille, c'était quoi ? Alors, le dernier repas en famille, si je ne m'abuse, c'était le barbecue dimanche midi, des filets mignons marinés quelques heures avant et délicatement grillés sur mon barbecue. Voilà. Tout un programme. Simple, mais bon. Et vous parlez du dimanche midi, il y a des plats qui vous reviennent le dimanche midi en famille, peut-être l'institution du dimanche midi. Alors, je commence à en avoir chez moi. Les premiers souvenirs, c'est ceux de ma mère et de ma grand-mère. Ma mère, c'était pas tout le temps de la grande cuisine, mais c'est une blanquette de veau, voilà, qui me revient en mémoire. Et toujours bon. Ma mère, c'était Françoise Bernard, donc un grand classique de la cuisine du dimanche, on pourrait dire. C'est vrai. Et puis voilà le rôti de porc familial avec ma grand-mère, la table du dimanche midi, rôti de porc, pommes de terre, pommes au four. Voilà, un classique. Et puis chez moi, il y avait évidemment le poulet rôti, donc moi c'est le poulet jaune, élevé en plein air et farci avec quelques ingrédients sympas. Après, des plats classiques, carbonate flamande, bœuf bourguignon, etc., etc. Des vrais plats de partage familiaux. Et du coup, ce sont ces moments forts avec vos parents, grands-parents qui vous ont donné envie de partir dans ce monde de l'alimentation ou absolument pas du tout Pas du tout. En fait, j'ai cuisiné tard. On peut le dire comme ça. Ça arrive à tout le monde, hein, même dans les bonnes familles. À plein de gens bien. Non, ce qui s'est passé, je suis arrivé dans l'agroalimentaire en général parce que mon papa y était quand j'ai eu ce qu'on appelle une galère professionnelle. Il m'a fait rencontrer des gens et je suis tombé dedans, en fait, plus jeune. Et après, j'ai aussi mon épouse qui cuisine beaucoup et ma belle famille qui est très très gourmande également, hein, et très épicurienne, un beau-père très épicurien. Et donc le fait de finalement ne jamais trop laisser la place et de pouvoir consacrer le temps à la cuisine, notamment le week-end, moi je suis tombé dedans. Et du coup, par rapport à tout ça, il y a un goût du Nord, il y a une saveur du Nord qui vous revient. Moi, mes plaisirs du Nord, ça a souvent été les petits séjours, les week-ends, les étés à Ardelot. Je pense que la récompense un peu de la semaine à Ardelot, c'était la moule frite sur une des places d'Ardelot. Hein, donc c'était un peu ces expériences-là, les moules marinières, évidemment les Welsh, la carbonade, la fricadelle. J'ai un estomac qui accepte tout, hein, donc je suis volontaire pour tester les goûts du Nord, ou même les endives, terrible. Très D'accord. Bon. Et il y a une particularité pour vous sur l'alimentation dans les Hauts-de-France. On va revenir un peu plus sur d'autres sujets après, mais par rapport aux Hauts-de-France, il y a des choses vous parlez des endives, de la carbonade, il y a des choses qui viennent sur cette alimentation ou... Oui, après, on est quand même une région où on cultive beaucoup. C'est une région où on cultive la betterave, où on mange beaucoup de betteraves. C'était d'ailleurs, je me souviens, pour faire une anecdote complètement à côté, quand mon grand-père était prisonnier en Prusse orientale, il cultivait tellement la betterave pour les Allemands qu'il a fini par plus en manger de sa vie. Je sais qu'on n'en mangeait jamais chez ma grand-mère à cause de ça, de son vivant. C'est ce qui se comprend. Voilà, c'est évidemment les pommes de terre, les friteries, dans lesquelles on se fait plaisir avec les deux cuissons de la Binge du Nord. Et puis, c'est aussi des endroits en fait, hein, dans lesquels on a plaisir à déguster, à jouer aussi, des estaminets. Je dirais, pour moi, les bons aspects culinaires du Nord et des Hauts-de-France, c'est beaucoup des produits associés à des lieux. Alors c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire le parallèle avec votre double activité. Vous avez aujourd'hui, Baptiste Bayard, créé une société qui s'appelle Foodies, qui fait du plat préparé à destination d'entreprises, de restauration, etc. Et vous êtes également, depuis un peu plus de 2 ans, président de Flunch,
si je ne dis pas de bêtises, et vous êtes en train de réinventer ce concept. Donc là, on parlait de lieu. Flunch, c'est un vrai lieu de vie, un vrai lieu de restauration. Est-ce que vous avez des choses à évoquer par rapport à cet endroit mythique pour ceux qui connaissent? Ah oui, Flunch, c'est une seigneur de la restauration, hein, 53 ans maintenant d'existence. Flunch a été créé comme étant la cafétéria en fait de l'hypermarché, qui était un peu le lieu, la galerie commerciale où les gens se retrouvaient aussi à l'époque pour offrir à des gens plus modestes au départ un repas pour 1 heure de SMIC. Aujourd'hui, l'heure de SMIC a évolué, l'heure de repas ou le repas a plutôt baissé globalement, et donc on mange bien chez Flunch pour moins d'1 heure de SMIC. En moyenne, un plat chez Flunch, c'est entre 8 et 9 euros légumes à volonté. Donc c'est vraiment un gros challenge en cuisine tous les jours pour offrir le meilleur au juste meilleur prix et au meilleur rapport prix-plaisir. Et chez Flunch, oui, depuis 2 ans, on s'attelle en fait à rénover ce concept, à offrir un lieu beaucoup plus accueillant, beaucoup plus convivial, avec de l'entertainment, des jeux et une nouvelle offre culinaire dont l'apogée sera sur la collection automne-hiver 2024-2025, avec l'arrivée est vraiment formalisée de nos cuisines gourmandes. D'accord. Et du coup, par rapport à ce que vous évoquez, c'est l'évolution de Flunch. C'est faite par rapport à une offre pléthorique peut-être autour de ce que vous avez pu connaître, entre l'émergence des fast-foods sous toutes leurs formes, de ces nouvelles cuisines. C'est ça aujourd'hui vos principaux challenges, c'est de réussir à intégrer ces nouvelles cuisines au sein de Flunch, c'est de proposer des nouvelles offres. C'est quoi ces attentes entre guillemets du consommateur aujourd'hui quand il vient chez Flunch? Moi, je pense que Flunch doit assumer le fait d'être une chaîne. Finalement, si vous posez la question dans la rue à n'importe qui ici dans les Hauts-de-France, tout le monde va vous dire qu'il connaît Flunch. Va sûrement vous dire, je y allais avec mon grand-père et ma grand-mère quand j'étais petit, et va vous dire, il mangeait un steak frites ou une andouillette. Et aujourd'hui, on savait plus vraiment pourquoi. Pour quel plat on venait manger chez Flunch. Vous allez dans un fast-food, vous savez toujours ce que vous allez consommer pour les plus connus d'entre eux. Et donc, c'est de remettre une offre chez Flunch qui soit singulière, reconnaissable, attendue aussi, et donc de travailler, quand je parle de cuisine gourmande, c'est 5-6 cuisines françaises ou du monde différentes qui sont des attendus des clients d'aujourd'hui. Et avec quelques recettes à chaque fois dans chacune de ces cuisines qui soient travaillées sous le spectre du temps de restitution, parce qu'aujourd'hui les gens ils souhaitent manger quand même relativement vite ou très vite, et donc il faut qu'on puisse mettre en œuvre les produits le plus rapidement possible pour éviter les temps d'attente. Il faut que ce soit bon, évidemment, c'est un incontournable, et donc moi je goûte tous les produits qui sortent chez Flunch cet hiver. Et je ne laisse passer aucun produit si je trouve que c'est pas bon et que c'est pas encore au niveau par rapport à ce qui existe sur le marché, et au juste rapport prix-plaisir. Et le but, c'est de continuer à offrir le meilleur au meilleur prix et d'être le restaurant le moins cher de France. Vous avez de gros enjeux du coup pour réussir cette problématique. C'est un vrai enjeu de sourcing pour les produits, pour leur origine. Est-ce que vous êtes origine France sur la plupart de vos produits, en tout cas viande. Et du coup, il y a des enjeux qui sont majeurs sur ces choix de produits. Oui, mais si vous voulez, moi je crois pas que le succès d'un prix, d'un bon prix se fasse en négociant comme des malades avec nos partenaires fournisseurs. La première vertu d'un bon prix, c'est un bon process en amont. C'est-à-dire, nous, on achète des poissons qui sont MSC, certifiés MSC. On achète de la viande de bœuf française. Et donc, quand on traite avec nos fabricants et nos fournisseurs, le but, c'est d'acheter beaucoup et que tous les restaurants aient un peu la même carte partout en France. C'est la vertu de la chaîne, pour avoir un bon process en amont et à la fin, un bon prix pour nos clients. Et donc, oui, c'est un challenge tous les jours. Mais c'est plus un sujet de quelle supply chain, quelle logistique pour les produits, quel entrepôt, etc., qui ont pour conséquence un prix juste pour le client. Et ça, c'est pas compliqué aujourd'hui après cette crise sanitaire, après ces événements qu'on a connus, ce désengagement parfois de la profession par rapport au métier de l'alimentation. Si, c'est très difficile parce que d'abord les envies des consommateurs évoluent.
de plus en plus et de plus en plus vite. Les gens, moi je dis toujours, j'ai une grande phrase qui n'est pas de moi, mais qui dit le monde est un village dans l'agroalimentaire et les gens voyagent de plus en plus. Et on dit on veut pas prendre l'avion, les jeunes disent veulent pas prendre l'avion, mais ont pris l'avion 10 ou 20 fois plus à 30 ans que leurs grands-parents dans leur vie, quoi. Et donc il y a des réalités auxquelles on est confronté, un mouvement de plus en plus rapide du choix et des désirs des consommateurs, donc l'obligation de bouger de plus en plus vite, et des consommateurs qui souhaitent des produits de plus en plus authentiques, de plus en plus français quand on est français. Ils ont raison, on est aussi chez Flunch défenseurs du monde agricole français, mais tout en ayant un comportement parfois d'aller manger dans des fast-food avec des poulets qui n'ont jamais de plumes et qui ne voient jamais le jour. Donc il y a de tout. D'accord ? Moi je suis contre rien, j'accompagne et on essaye chez Flunch d'accompagner ces mouvements. Et puis les consommateurs globalement imaginent ou souhaiteraient qu'on puisse faire 1400 repas par jour dans un Flunch, comme dans une soirée Top Chef où ils imaginent que ce soit possible de reproduire cet effort tous les jours. Je vous rappelle qu'on n'a pas du tout mis en avant ces métiers, que ce sont des métiers dans lesquels il faut une énorme créativité tous les jours. Hein. Être chef dans un restaurant, alors peut-être moins chez Flunch que dans un restaurant indépendant, mais c'est avoir de la créativité tous les jours. Souvent, c'est la créativité qui permet de donner un goût avec des produits qui sont parfois assez basiques, mais qui sont sublimés par la créativité des chefs. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est totalement... il a l'air revalorisé dans les émissions de télé, mais qui est dévalorisé et pour lequel on n'apprend rien à l'école sur le métier de chef de cuisine. Il y a une vraie pénurie, je pense, sur ce métier. J'imagine que vous devez le rencontrer également dans vos établissements, même sur Foodies en termes de production, comme dans les chaînes Flunch, en restauration ou en service. C'est un vrai sujet. C'est un sujet de société. En fait, aujourd'hui, la société a à offrir des emplois qui, souvent ou parfois, ne sont plus couverts dans nos territoires. Hein. Y a des raisons diverses. Hein. Il y a des métiers qui ne sont pas attirants. Et pourtant, moi, je pense que 99,9% des gens qui passent ce qu'on appelle le portail des entreprises que je dirige viennent pour faire du bon boulot et pas autre chose que du bon boulot. Et ça, il faut souligner la motivation et l'engagement des collaboratrices et collaborateurs qu'on a partout. Après, il y a une énorme pénurie de chefs, comme il y a une pénurie de couturières. Et donc, on nous fait pour sortir du métier de chef, hein, on nous propose de nous donner des avantages fiscaux pour rapiécer nos chaussettes, mais il n'y a plus personne pour le faire. Bien sûr. Hein, et donc, moi, je suis partisan de l'apprentissage à l'école, de choses aussi basiques que la cuisine de base ou la couture, parce qu'il faut rester ouvert à ces métiers qui sont nécessaires, parce qu'ils permettent la rencontre des désirs du consommateur avec des gens pour exaucer ses désirs. En effet, il y a un vrai sujet dans ce que vous évoquez entre la formation initiale, l'école. C'est vrai qu'on a souvent entendu qu'il faut aller jusqu'au bac, faut des études, etc. Or, tout le monde n'est pas fait pour ces métiers, entre guillemets, je vais les qualifier d'intellectuels, mais il y a énormément de métiers manuels qui sont beaucoup plus riches, et on voit d'ailleurs en ce moment une foule de reconversions, que ce soit vers les métiers de la cuisine ou vers les métiers manuels, mais il n'y a pas justement une vraie logique d'éducation, qu'elle soit familiale et ou éducative, à imaginer pour tout ça. Non, mais moi, je veux même pas faire de politique sur le sujet. Pas cette semaine, au passage. Hein, mais en fait, c'est pas complètement un métier manuel, chef. Faut dire, pour diriger une brigade de cuisine, il faut de l'autorité, il faut une capacité à manager aujourd'hui, parce qu'on n'est plus pas autoritaire aujourd'hui comme on pouvait l'être hier dans une brigade de cuisine, et que ce soit dans un restaurant chaîné comme dans un restaurant indépendant. La logique est la même. Il faut pouvoir driver les approvisionnements de sa cuisine, le choix des produits, le refus de certains produits qui arrivent et qui sont pas beaux. Donc c'est un métier qui est quand même assez compliqué, qui est malheureusement pas assez reconnu. Et oui, pour vous répondre, moi je vois pas toujours l'intérêt de pousser tout le monde jusqu'au bac et de dire finalement
donc les plombiers, les ébénistes, les charpentiers, les maréchaux ferrants, les cuisiniers, c'est les losers de l'école. Non, pas du tout en fait. Donc on doit valoriser davantage ces métiers, qui en plus sont des métiers très difficiles. Hein. Les horaires sont contraignants. La reconnaissance aussi est quand même souvent faible. Alors que je vous rappelle que si vous mangez au restaurant, la première raison pour laquelle vous pouvez manger, c'est qu'il y a quelqu'un qui cuisine pour vous quand même. Tout à fait. Et ça, on n'a pas vu une évolution depuis Covid, justement, depuis ces moments-là. Ce métier n'a pas souffert, justement, un peu d'un désengagement de la profession par rapport aux horaires comme vous évoquiez. Aujourd'hui, pour travailler dans un restaurant, c'est tôt le matin, enfin, quand c'est du fait maison, hein, je parle pas de restauration rapide ou pas, mais c'est pas du plat réchauffé. Il faut se lever tôt le matin, il faut faire ses courses, il faut préparer. Et depuis Covid, il n'y a pas eu justement un désengagement. Vous n'avez pas ressenti ça, vous, dans vos établissements ou... Non, il y a un désengagement global sur certaines activités depuis le Covid. Hein, le sentiment d'avoir un besoin de bien-être supplémentaire, de vivre différemment, c'est indéniable et il faut en tenir compte quand on recrute. Tout simplement. Chez Flunch, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le taux de turnover, hein, de remplacement de collaborateurs qui est finalement très très faible pour la profession. Hein. Et notamment chez les gens qui sont chez Flunch depuis longtemps, globalement, ce sont des gens qui restent. Hein. Le gros taux de rotation de personnel se fait sur les étudiants qu'on embauche, job d'été, etc. Alors, ça a une grosse part je dirais de ce qu'on appelle le turnover. Et après, la deuxième raison du turnover, c'est des gens qui lâchent le métier parce que c'est un métier trop dur. Ou très dur, je ne veux pas dire trop dur, mais très dur. Et donc, qui au bout de 6, 9, 12 mois, sont dans une phase plutôt d'abandon du job en disant que c'est pas pour eux. Et c'est très bien, enfin moi je critique pas, c'est un métier difficile et engageant. Avec des horaires de travail où on travaille pendant que les gens s'amusent ou se restaurent. Quoi. Bien sûr. Et vous avez senti justement cette évolution ces derniers temps de fréquentation ou d'attente de vos consommateurs dans vos établissements? C'est très différent. En fait, le télétravail a énormément changé la donne. Ouais. On s'est mis à beaucoup livrer dans la restauration, beaucoup moins aujourd'hui. Hein. La livraison est quelque chose de très fonctionnel qui rend service à certains moments, mais le rendu produit est jamais celui qu'on peut avoir en restaurant. Enfin, j'imagine pas que les grands chefs lillois aient envie en permanence de livrer leurs plats et d'offrir une expérience polystyrène ou sachet plastique à leurs clients habitués. C'est aussi un paradoxe de dire, en effet, on fait du plat emporté, on veut faire de l'alimentation durable et RSE et on livre dans des conditionnements qui sont pas forcément recyclables. Donc, avec des gens qui vous livrent en voiture et pas en vélo. Bon, il y a de tout, mais ça, après, le monde est fait de paradoxes. Ouais. Mais non, du coup, oui, le comportement a changé. Ce qui est vraiment très très fort et qu'on ressent très fort, c'est une grande différence dans le midi en semaine. Ouais. Il y a énormément aussi de restaurants qui ont ouvert après le Covid, qui étaient prévus avant, et donc une concurrence qui s'est exacerbée dans la restauration commerciale, la restauration classique du midi en semaine, avec un nombre de clients qui est inférieur à ce qu'on avait avant le Covid. D'accord. Beaucoup de gens qui déjeunent chez eux. Et par contre, une fréquentation le soir, notamment chez Flunch, qui s'est accrue. Pour les moments de loisirs, qui s'est nettement accru. On voit pulluler et se développer beaucoup ce qu'on appelle de restaurants loisirs, entertainment, et c'est super. C'est-à-dire que ça challenge l'offre. Et on est, en plus de l'offre culinaire, pour des moments comme ça de plaisir en famille, sur des restaurants d'expérience, et des lieux d'expérience qui offrent de la restauration. Parfois, on a des restaurants qui offrent de l'expérience et des lieux d'expérience qui offrent de la restauration. Et je pense qu'on est à la croisée de ces mondes aujourd'hui pour la restauration chez nous. Pour revenir un peu sur l'offre Flunch et l'offre produit, au-delà de l'expérience et du bel endroit que vous proposez pour accueillir vos clients, quelles sont les particularités ou l'offre produit que vous apportez? Parce que là, vous avez teasé en disant qu'au mois d'octobre, on allait avoir une cuisine gourmande. Donc là, on a hâte, mais ma question est plutôt comment sensibiliser justement les gens
pour revenir manger chez Flunch et manger sainement. En fait, c'est ça le fond par rapport à une cuisine rapide qui ne peut ne pas apporter tout ce qu'il faut dans la bonne alimentation. Non, alors chez Flunch, ce qui va vraiment changer, hein, il y a 2 choses cette année, c'était les parcours et les produits. Les parcours, je vous en parle pas, je préfère qu'on parle de l'alimentation. Flunch, c'est un espace de liberté culinaire. Alors nous, quand on développe ce que j'appelle les cuisines gourmandes, ce sont en fait des stands thématiques de cuisine chaude. Et donc, si je vous donne un exemple, typiquement sur la cuisine de bistrot, chez Flunch, on travaille avec un MOF, un meilleur ouvrier de France, qui élabore nos recettes avec notre personnel sur ce qu'on appelle la recherche et développement produit, et on met en œuvre ces recettes. Et donc, c'est l'évolution de la carbonate flamande, du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau, enfin de plats vraiment typiques dans notre offre bistrot du culinaire français, avec des cuissons à beaucoup plus basse température, de la richesse dans les ingrédients. Donc on travaille par exemple pour la blanquette sur du veau d'Aveyron, avec de la carotte de la région, etc. Des produits beaucoup plus filières et qui sont aussi gourmands. À prix Flunch évidemment, parce que sinon ça fonctionne pas. Et donc on essaye de revisiter en fait nos produits par exemple bistrot de cette manière, comme on retravaille des plats iconiques de Flunch. On a chez Flunch le couscous et le couscous à volonté qui était vraiment un plat iconique, et on travaille sur une offre de cuisine. C'est un peu l'exclu de ce que je vous dis, personne n'est encore au courant, ça sort en octobre, mais de l'esprit d'un bar à couscous, où vraiment on va offrir un couscous simple, un couscous jusqu'à 3 ou 5 viandes, et un couscous végétal aussi, parce que dans chacune de nos offres de cuisine aujourd'hui, on essaie d'embrasser et la singularité et la diversité de l'alimentation aujourd'hui. C'est chouette ça, encore une fois on a vraiment hâte. Et, est-ce qu'il y a des mesures concrètes que vous aimeriez avoir ou mettre en place pour justement, on parle pas de politique, mais est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous seriez sensible, pour vous aider à améliorer justement ce quotidien, que ce soit pour votre personnel, pour que ce soit les produits, la filière, comme on l'a décrit tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez entendre de part? Moi, je suis pas ministre, c'est pas mon rôle en tant que chef d'entreprise. Maintenant, je vais vous en parler personnellement plutôt que dans ma posture de chef d'entreprise. Mes 2 voisins chez moi sont agriculteurs. On voit le courage qu'il faut aujourd'hui pour exercer ce métier. On parlait du métier de cuisinier, on voit le courage qu'il faut aujourd'hui pour exercer ce métier, et l'engagement aussi qu'il faut pour exercer ces métiers qui sont difficiles. Et clairement, je trouve qu'aujourd'hui, bien que l'alimentation en France ne soit pas finalement très chère au regard de ce qu'on peut voir dans d'autres endroits en Europe, par exemple, et ça dépend vraiment des pays et des produits, il nous faut aujourd'hui pouvoir continuer d'avoir des prix accessibles et très accessibles pour les consommateurs, et de mieux valoriser ces métiers. Aujourd'hui, c'est totalement anormal qu'un agriculteur ne vive pas correctement de son métier et que les métiers soient pas attirants. Il y a l'aspect financier évidemment, et puis après il y a toutes les politiques qui sont mises en œuvre pour attirer vers ces métiers. Moi je vois dramatiquement qu'un agriculteur sur 2 aujourd'hui n'est pas remplacé. Et en même temps tout le monde veut manger français, donc qu'est-ce qu'on fait quoi? Bien sûr. Encore une fois, je ne suis pas ministre de l'agriculture, je ne suis pas politique, mais c'est le mur est devant nous, et donc si j'étais politique, je dirais français, réveillez-vous. C'est un beau slogan. Avant de nous quitter, j'ai 3 petites questions. Welsh ou carbonate flamande? Alors Welsh sans frites en entrée, un Welsh simple, et puis carbonate frites après. D'accord. Donc jusque-là, choisir c'est renoncer. Non mais moi je suis gourmand, faut pas l'oublier. Sucré ou salé? Plutôt salé. Donc du coup, ma dernière question, gaufre ou merveilleux? Eh ben, comme pour la première, ce sera merveilleux en dessert et une petite gaufre avec mon café ensuite. Formidable. Merci beaucoup Baptiste Bayard d'avoir répondu à ces questions pour le podcast Le Sens de l'assiette et alimentaire. Merci. À très bientôt. À bientôt.